Non. Non. Te plains pas du format, c'est la meilleure idée que j'ai trouvée pour que tu vois cette vidéo. Parce que je sais pas filmer en live comme Farine de Blé tout le temps. C'est quand je fais ça, ça se passe jamais comme prévu. Et je suis toujours entouré d'énormes trous du cul. C'est toujours la faute des Noirs. Dans la dernière vidéo, j'avais essayé de mettre des plaquettes performance sur les étriers d'origine et avec des slicks de rallye d'occasion récupérés dans le tas. Je suis allé au circuit de Clastres et j'ai essayé de me la foutre, de découvrir la caisse et de voir ce qu'elle en sortait. J'ai réussi à coller le cul d'une Alpine sur un seul tour, mais impossible de le dépasser. Et ça a été mes premières sensations avec la voiture. Il y avait déjà ses suspensions et quelques setups de géométrie. C'était mes premières sensations, mes premières chasses, mes premiers duels. Et surtout, c'est à partir de là que je me suis fait une idée de ce qu'allait être le futur de cette voiture. Depuis cette vidéo, je me suis dit que les objectifs que je m'étais fixés avec cette voiture étaient beaucoup trop bas. Et surtout que le développement de cette caisse ne peut pas être banal ou déjà vu. Je veux absolument tout revoir, tout découvrir et surtout faire en sorte de tout apprendre, qu'elle n'ait aucun secret pour moi. Et on a vu le point de départ de cette voiture et je vais te dire très clairement le point d'arrivée que je vise, c'est de concurrencer une GT3 avec une caisse avec des trous de rouille dans le coffre. Le but, c'est d'avoir rien dans le bloc et que des compétences volant et un châssis qui suivra ce que je lui dis de faire. Si j'arrive à être rapide avec une caisse sur laquelle je n'ai même pas changé le filtre à air, là je pourrais me dire que je peux augmenter la puissance. Et quand j'aurai de la puissance, ça va chier. Appel à adversaire, il y a 7 kg par cheval, c'est minable, cette voiture ne se déplace pas, ça n'avance pas, ça pue sa mère. Si tu veux avoir une chance de rouler contre moi et de me battre à plat de couture sans que je ne puisse rien faire, c'est l'occasion. Par contre, si dès le niveau 1 à 7 kg par cheval, t'arrives pas à me passer, la honte. Première étape dans le lancement d'un projet, faire de l'argent. Ça va aller super vite, tu vas voir. Pour commencer, j'avais mon stock de 12 pneus de rallye. Je les ai vendus. Ensuite, mes jantes de X5, je les ai dénudées et je les ai échangées contre d'autres jantes qui avaient des pneus de route d'origine. Avec une partie du bénéfice, je refais une affaire et j'achète une autre paire de jantes qui avaient des pneus route, sur lesquels j'enlève aussi les pneus. J'avais 0 €, maintenant j'ai un peu d'argent et j'ai 8 nouvelles jantes et 8 pneus route qui servent à rien. Je tombe sur un client qui voulait que je lui fasse un réglage complet de sa voiture, géométrie, suspension, au poids, tout, et qui n'a pas d'argent et qui me propose 4 R888R contre la main d'œuvre. J'ai accepté. Je vends les 8 pneus route qui ne me servent à rien, qui étaient sur les jantes que j'ai achetées et échangées, et avec tout le bénéfice que j'ai eu grâce aux jantes et à l'argent, j'achète 4 Michelin S9M. Quand tu entends Michelin S, ça veut dire Michelin Slick. Et 9M, 8L, 5C, ça définit juste le type de gomme et la rigidité de la gomme, la dureté de la gomme. Et bien évidemment, c'est les pneus qu'ils utilisent en GT3. Donc avec 0 €, j'ai 8 nouvelles jantes, 4 R888R et 4 pneus de GT3. Ensuite, au moment où je décide de partir en couille, j'ai un partenaire qui me sert de armoire mobile. Il ne me sert à rien, mais il démarre et roule nickel. Je tombe sur l'annonce d'un mec qui se sépare d'une Xara VTS pour pas trop cher parce qu'elle a des problèmes de papier. Et les problèmes de papier, ça bloque tout et ça nique le prix, personne n'en veut, c'est un casse-tête. Moi, je lui dis, tiens, mon partenaire, il a pas de problème. On échange le partenaire contre la Xara. Il accepte. La Xara a des problèmes de papier, c'est pas grave, je la vends pour piste, sans papier. Allez, c'est parti. Avec 0 € d'investi, en 2 semaines, je suis passé de rien du tout à 8 nouvelles jantes, 4 semi-slicks, 4 slicks de GT3, et tout un budget pour refaire le châssis complet. C'est parti. Je vais te poser les règles que je me suis imposées sur la prépa de cette voiture. Je recommence intellectuellement à 0, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris sur mes 18 anciennes voitures, je l'oublie, et qu'à partir de maintenant, tout mon savoir, toute mon expérience, toutes mes notions, je les aurai parce que j'aurais calculé, découvert et fait moi-même sur cette voiture. Donc on va chercher à apprendre et à développer un maximum de trucs sur cette épave de merde. Règle numéro 2, je ne prépare pas juste pour préparer. Je vais tellement chercher le détail que si je change une pièce, c'est parce que je l'aurais étudié, testé, arrivé aux limites, noté et que j'en aurais ressenti le besoin. Si je ne ressens pas le besoin de faire quelque chose sur cette voiture, je ne le change pas. Rien qu'en te basant sur ces 2 règles, si tu es assidu sur ta caisse, tu seras meilleur préparateur et meilleur conducteur que 90% de tout ce qui roule dans le pays. Je me rappelais d'une émission sur la Bugatti Veyron ou Chiron où il parlait de l'inertie de la jante et de la déformation du pneu. Enfin, c'est surtout l'inertie de la jante, moi, qui m'avait intéressé.
Et j'ai commencé à me poser des questions sur les miennes. Donc je suis littéralement parti en couille. 16 jantes à ma disposition, je les ai toutes pesées, mais du coup j'avais le poids de la jante complète. Donc quand j'ai dénudé chacune des jantes pour enlever les pneus, vendre les pneus, faire mon troc, j'ai pesé la jante, pesé le pneu, il y en avait 16 différentes du coup, les R888R, les Michelin. Et ce que j'ai découvert, c'est que les jantes de 17 pouces d'origine BMW, donc ça c'est des jantes de M3, j'ai des copies AC Schneider, j'avais des jantes de X5, ça tourne entre 9 et 12 kg en 17 pouces et en 8 de large. La découverte intéressante en se creusant la tête sur le poids des roues, c'est le poids des pneus. En voulant approfondir mes connaissances sur les poids des pneus, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, les R888R, c'est une sacrée douille, et du moins une sacrée concession. Dans le sens où les pneus route pesaient 8 kg, 9 kg, 10 kg grand max, et que les R888R en 225, 45 et 17 pèsent 11 kg. Et les Michelin S9M pèsent 5 kg, 6 kg max. Ces pneus-là grippent, ces pneus-là tiennent les freins, ces pneus-là motrices quand t'as de la puissance, mais ces pneus-là, c'est des enclumes. Ah oui, et les jantes, du coup, performance pèsent dans les 7 kg, et les jantes ultra chères qui sont forcément hors budget en 17 pèsent 6 kg. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, le choix des pneus, parce que là faut se dire que mes pneus pèsent plus lourd que mes jantes. Où est-ce que je veux en venir par rapport à ces putains de roues? C'est que 1 kg ça change bien plus la donne que ce que tu penses. Ça impacte ton accélération et surtout tes freins. Pourquoi? Je t'ai dit au début que ce qui m'a fait me poser toutes ces questions là, c'était l'inertie. À Folembray, au bout de la ligne droite, je sais que j'arrive sur les freins à 160 km/h. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de kilogrammes de force les freins prennent dans la gueule. Quelle est l'inertie que les freins arrêtent sur mes roues? On n'est pas physicien, je peux te donner la formule pour le calculer, mais bon, voilà. Mais on a un outil spécial qui peut faire d'excellents calculs à notre place, c'est ChatGPT. Donc je vais te donner le prompt exact pour que tu puisses savoir le poids de l'inertie de tes roues à tel kilomètre/heure. C'est simple, hein. Donne-moi l'inertie en kilogrammes de ma roue en 17 pouces qui pèse tant de kilos à 160 km/h. Mes plaquettes doivent stopper 13 000 kilogrammes d'inertie par roue. 13 tonnes. Ça fait à peu près 52 000 kilos total. Un seul kilogramme gagné sur cette roue-là, c'est 600 kilos d'inertie en moins. Donc forcément 600 kilos de force à arrêter en moins pour tes freins. Si je change juste mes pneus et que j'enlève ces pneus de merde et que je mets mes slicks de GT3, j'enlève 3000 kilos par roue d'inertie à 160 km/h. Le poids des roues, ça change tout. Ensuite, ce que je vais dire, ça fait très vaniteux, mais je m'en fous. Tu vois, s'il y a autant de gens qui sont prêts à payer aussi cher pour que je règle leur voiture alors que j'ai littéralement pas de garage, pas de matos, c'est pour une bonne raison. Par exemple, récemment, on m'a proposé de régler une 911 GT3R, pas la RS, la R, donc celle qui court en Porsche Cup, en GT3. Il y a aussi une voiture qui courra en assez haut niveau en Tour de Corse, qui va rouler avec mes specs. Comment j'ai réussi à faire tout ça et à apprendre tout ça en si peu de temps? C'est parce que j'ai toujours eu un cul sensibilité 100. Et le problème, c'est que j'ai jamais su mettre des mots sur ce que je ressentais en conduisant une voiture. Mais récemment, j'ai acheté plein de livres de dynamique, châssis, d'ingénierie et de tout ce qui fait les mouvements d'une voiture, mais à un niveau très très poussé. Et en fait, du coup, ça m'a permis de mettre des mots sur tout ce que je ressentais sur une caisse. Et après, j'ai fait réglage sur réglage sur réglage, noté, réglage noté, réglage noté. Sur 18 voitures et sur toutes celles que j'ai réglées. Enfin bref, l'expérience s'est faite comme ça. À Clastres, je sentais que le cul de ma caisse, il dansait la Zumba. Et tout le monde m'a dit que c'était normal parce que c'était une BMW et que je connaissais pas les propus et t'es trop con mec, c'est rien à voir et tout. Sauf que moi je sentais vraiment un mouvement parasite pas normal à la voiture. C'est pas censé se déplacer comme ça. Donc quitte à refaire tout le châssis, des poses complètes du train arrière. Et je pense que j'avais raison et qu'on a plutôt bien fait parce que tous les points d'ancrage était en train de s'arracher. J'aurais fait une session piste de plus, mon train arrière aurait pu me dépasser. Règle d'or, tu achètes une BM E36, E46, même s'il te dit que c'est pas arraché, peu importe l'intuition que tu auras, tu démontes, tu soudes, et comme ça cassera plus jamais, tu seras tranquille. Et puis vu que la voiture elle a 30 ans, tous les cylindres blocs ils sont morts, donc le train arrière complet passe en polyuréthane. 80 SHA parce que en dessous ça pue sa mère et que au-dessus c'est beaucoup trop rigide, ça ne sert à rien. Les fixations de mon train arrière sont renforcées, il n'y a plus un seul cylinder block d'origine, il n'y a que du polyuréthane. Mon train arrière maintenant est désormais c'est un scalpel beaucoup plus précis et transmet beaucoup plus d'informations que le vieux truc dégueulasse arraché d'origine. Suivant! On va commencer par le mythe très connu du BMW ça ne freine pas. Bien évidemment, ces gens-là n'ont jamais essayé d'upgrade ou d'étudier un système de frein BMW. Pour améliorer un système de frein, il faut déjà savoir
comment ça fonctionne un système de frein. Le mythe de plus les freins sont gros, plus ça freine fort, c'est complètement incompris et en plus je vais te montrer que c'est complètement faux. Le freinage, c'est la friction d'une plaquette contre un disque. La force de freinage, c'est le coefficient de la friction de la plaquette contre le disque. Le coefficient de friction, s'il est de 1, au moindre contact, ça bloque net. Et les plaquettes d'origine que tu vois circuler partout, même Brembo, même ce que tu veux, ça tourne entre 0,20 et 0,30 de coefficient de friction. Ton système de frein d'origine BMW, même avec tes plaquettes Brembo, il freine que dalle parce que tu as mis des plaquettes qui freinent que dalle. Tu peux mettre la dimension, le kit gros frein le plus gros de l'univers, si le coefficient de friction est de 0,20, tu auras beau appuyer aussi fort que tu veux sur la plaquette contre le disque, ce sera toujours 0,20. Et c'est là où tu commences à comprendre et tu fais « Ah, mais c'est pas fini ». En ce qui concerne les freins, tout est une question de température. Le coefficient de friction a un début, un pic et une limite. Tes plaquettes que tu pensais sport, Brembo, finalement, c'est des plaquettes pour rouler tous les jours, donc c'est des plaquettes qu'il faut qu'ils freinent à froid. Et les plaquettes qui freinent bien à froid ne supportent pas la grosse température. Donc en fait, tu fais 5 tours sur piste et tes plaquettes fondent. Véridique, ça se désintègre. Les plaquettes d'origine encaissent un freinage jusqu'à 400-500 degrés. Des plaquettes performance, déjà c'est un coefficient de friction nettement plus élevé, mais en plus ça freine jusqu'à 700, 800, 900 degrés pour les plus rares, les plus chers. Tout n'est question que de température et de combien le coefficient de friction peut tolérer. Donc on va encore pousser le truc. Donc déjà, pour upgrade le freinage d'origine du Montron 25i, j'avais juste mis des Duritavia classiques et des plaquettes Ferrodo DS3000 qui ont un coefficient de friction qui est déjà de 0,45, 0,50 selon la température, mais qui freinent jusqu'à 600, 700 degrés facile. On a une plaquette avec un coefficient de friction 2 fois plus violent que celui qu'on a avec les plaquettes d'origine, et je te confirme, ça freine littéralement 2 fois plus fort que les freins d'origine, et c'est avec même ce setup là que j'ai pu dive bomb Goliath et tenir une Alpine sur les freins. Le mythe de BMW, ça ne freine pas, c'est encore et toujours le même problème, c'est le propriétaire. Maintenant, le problème que j'ai rencontré, c'est la dimension du freinage. Vu qu'à chaque gros freinage, chaque plaquette prend 13 tonnes d'inertie dans la gueule, c'est monté très très vite en température. Et le coefficient de friction, ça fonctionne dans une tranche de température. Je tenais 5 tours à fond, mais à bloc, au-delà de 5 tours, tu freines pédale sur le plancher. Disque trop petit, répartit beaucoup trop mal la chaleur, donc prend beaucoup trop de température, donc on dépasse le seuil maximum que le coefficient de friction des plaquettes est capable de tolérer. Tout n'est qu'une question de température. Maintenant que moi, le singe qui ne connaissait rien, a essayé lui-même, n'a pas écouté ce qui se disait, s'est fait son avis, a noté ses chronos, a noté ses freins, on peut commencer à réfléchir à un vrai upgrade. Si tu fais de la route, du Touguet, tu as juste besoin de mettre des plaquettes et des Duritavia. C'est tout. Tout ce qui sera au-dessus, c'est des conneries. On a essayé, appris, découvert, on a trouvé les limites, et maintenant que les limites sont atteintes, je suis parti en couille. J'ai peut-être changé l'intégralité du système de frein de ma voiture. On a changé le Mastervac pour un Mastervac 9 pour être sûr que la démultiplication de la force se fasse bien. Jeune maître cylindre d'origine est devenu maître cylindre de M3. Le piston du maître cylindre est beaucoup plus gros, donc ça démultiplie la force du piston de ton étrier. Et en parlant de l'étrier, j'ai mis étrier disque de 330i. Et en ce qui concerne les plaquettes, j'ai mis des Pagid RST1. Plaquettes qui sont utilisées notamment en GT3 et en NASCAR. Et en DTM, j'ai les pneus de GT3, bah maintenant j'ai les plaquettes de... Je suis parti en couille. Ces plaquettes-là, avec un coefficient de friction de 0,55, sont les plaquettes les plus performantes du marché. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à cette phrase? Il y a plus endurant, il y a qui s'use moins, mais pas plus fort en frein. Il n'y a pas plus. Mètre cylindre d'M3, frein plus gros, plaquette le plus qui existe. Voilà, les freins de Roger. Je tiens à rappeler que cette voiture a des trous de rouille. C'est génial. Après avoir enlevé toutes les connectiques et fusibles de l'ABS, on a décidé de supprimer le bloc ABS. Donc là, je n'ai que de la durite rigide sur mon système de frein. Donc la pédale beaucoup plus précise, un rendement beaucoup plus net et pas de perte et surtout plus aucune répartition de la force de freinage. Donc, j'ai monté 2 limiteur de frein, un limiteur de frein pour les freins à l'arrière et j'ai mis un limiteur de frein pour les freins à l'avant. C'est-à-dire que si je bloque l'arrière, je limite l'arrière. Si je bloque l'avant, je limite l'avant. Dans tous les cas, je choisis de qu'est-ce qui bloque en premier. C'est le moment d'introduire le premier sponsor.
CP3D, grâce à qui j'ai des écopes de frein, donc un système de refroidissement de freinage. Il y a une vraie ventilation qui vient refroidir mes freins. On a un setup de frein de course. Sachant que dans la majorité des kits gros freins, c'est des plaquettes qui ont un mauvais coefficient de friction. Là, mon setup de frein, du coup, Origin BMW, même si c'est un upgrade, freine 5 fois plus fort que n'importe quel kit gros frein. Ça coûte moins cher la prépa quand on passe beaucoup de temps à réfléchir. Ce genre de truc que tu débunks, c'est vérifiable, c'est prouvable. Et les seuls gens qui crient ou qui chialent, c'est les gens qui ont mis 3000 € dans un kit alors qu'ils savaient pas qu'ils en avaient pas besoin, ou les gens qui les revendent. Les revendeurs, ils aiment pas qu'on s'attaque à leur marché. Ensuite, cette voiture, entre la dernière session et aujourd'hui, elle a vu 3 trains à vent défiler parce que je me suis fait ma propre petite expérience sur les trains à vent de 36. C'est de la merde, mais j'ai quand même quelques petites choses croustillantes à vous dire comme les freins et les jantes. Et si on parle de train à vent, on va commencer à parler de direction et surtout de géométrie. Et le problème de la géométrie, c'est que je ne peux pas vous faire un cours et je ne peux pas vous l'expliquer simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, la géométrie, ça ne se fait qu'au besoin. Ça ne se fait que sur mesure. Tu ne sors pas des datas magiques que tu mets sur ta voiture. Ça ne sert à rien. Tu ressens un comportement, tu veux le corriger, réglage géométrie. Tu vois une usure anormale, tu veux le corriger, réglage géométrie. Petit truc sur la géométrie à debunk, le carrossage, ce n'est uniquement une question d'usure et de température du pneu. Tu ne mets pas 1 million de carrossage par magie, ça c'est juste de l'esthétique. Donc celui qui te parle de perf et qui a mis 3 degrés de carrossage mais qui roule sur route, tu peux l'insulter. Ça ne sert strictement, littéralement, à rien du tout. Sur cette voiture, selon ma conduite, pour que mon pneu s'use uniformément, il me faut 2,5 de carrossage. Peut-être qu'un mec qui conduit plus fort aura besoin de 3, et un mec qui conduit moins fort aura peut-être besoin de 1,5. Moi, il me faut 2,5 en carrossage. Surtout, ce que je veux, et ce qui est primordial pour moi, c'est de mettre minimum 8 degrés de chasse. Parce que la chasse, c'est beaucoup plus complexe que juste avoir un retour de volant plus violent en drift. Pour faire simple, sans rentrer dans un cours de géométrie et de dynamique, plus t'as de chasse, plus quand tu tournes ton volant, tu gagnes du carrossage. Donc tu peux avoir les roues droites à plat et les roues qui inclinent en courbe. La chasse rend une voiture parfaite. Ma théorie avant de tout commencer, c'était que je voulais mettre de la chasse par la coupelle tout en haut et gagner du carrossage en ayant un triangle plus large. Ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai acheté le fameux train avant complet de 46 parce que pour la première fois j'ai écouté les on dit et on dit qu'une 36 grippe bien du train avant, faut un train avant de 46 parce que ça fait gagner du carrossage. Donc aux dépens de mon porte-monnaie, j'ai pris toutes les mesures pour vous, mesdames et messieurs. Le train avant de 46 donne 3,30 degrés de carrossage. C'est-à-dire que d'origine c'est 1,30, donc 1,5. Ça donne 2 degrés de carrossage sans rien toucher. Tu mets un train avant de 46, tu gagnes 2 degrés de carrossage. 1 degré de trop par rapport à mon target, par rapport à ma conduite. Ça élargit les voies, donc ta roue sort. C'est un merdier pas possible. Mais en plus de ça, des triangles 46, ils n'ont pas la même forme, pas la même géométrie que les triangles de base. J'ai mis des oreilles de triangle excentrées en polyuréthane sur mon train avant de 46. Pourquoi cette pièce-là? Parce que cette pièce-là permet de déplacer le triangle et de gagner de la chasse. Et bien, malgré tout ça, j'avais 3,30 degrés de carrossage et 5 degrés de chasse. Nul, nul, nul. Trop de carrossage, pas assez de chasse. L'inverse de tout ce que je veux. Donc le train avant, je n'ai même pas démarré la voiture avec ce train avant-là. Que je l'ai démonté, je l'ai vendu et j'ai repris un train avant de 36 d'origine. Cette fois-ci, sur le train avant de 36 d'origine, j'ai dû faire quelques choix et quelques changements. Dans un premier temps, les coupelles de réglage ST te permettent d'avoir un carrossage maximum 2,2 degrés. J'étais presque sur la stat que je voulais, mais bloqué parce qu'en butée, c'est le max que t'as et j'avais pas ce que je voulais. Donc j'ai changé de coupelle, j'ai pris des coupelles 3D réglables. Ça coûte 200-300 balles, tu l'orientes dans le sens que tu veux. Donc si tu veux gagner du carrossage, tu gagnes du carrossage. Et si tu veux gagner de la chasse, tu la tournes et tu gagnes de la chasse. Par contre, t'es obligé de choisir l'un ou l'autre. Les deux n'existent pas avec cette coupelle-là. Et en ce qui concerne l'oreille de triangle qui est en bas, c'est une rotulée. C'est littéralement un bloc, c'est taillé et c'est une rotule dedans. Donc là, mon train avant est entièrement rotulé. En plus d'avoir les freins et blablabla. Là, on est sur le train avant le plus précis qu'on puisse faire sur les triangles d'origine. Encore une fois, ça aurait été trop beau si ça se serait bien passé. J'ai dû faire un choix. Comme je t'ai dit, d'origine, une 36, c'est 1,30 degrés de carrossage. Et j'ai décidé de rouler avec ce carrossage-là parce que j'ai voulu tout orienter position chasse. Et en orientant tout en position chasse, j'ai atteint 7 degrés de chasse et 1,30 degrés de carrossage. J'ai sacrifié le carrossage pour essayer la chasse car je n'ai jamais eu une voiture avec beaucoup de chasse. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la théorie est exacte? Est-ce que j'ai tout gâché? J'en ai aucune idée. On verra quand j'irai rouler, mais le train avant, il sera comme ça. Suivant! Et tout jusqu'à maintenant, c'est beaucoup trop bien passé et c'est une BM. Fallait absolument
qu'il y ait une couille. J'ai vraiment pas envie de m'attarder dessus, même si cette partie, c'est la plus longue que j'ai traversée depuis la dernière vidéo, sachant que les problèmes de cette voiture ont représenté 3 mois. la voiture, c'est un moteur 100% d'origine. Le seul problème du 100% d'origine quand tu fais de la piste, la perf ou quoi que ce soit, c'est le samplon 98 dans la France à Macron. À cette période-là, ça fait presque 1 an que je vis sur mes économies avec 0 € de rentrée sur mon compte. Donc le samplon 98, c'est pas possible. La seule concession par rapport au règlement que je vais faire sur ce bloc, c'est un passage éthanol. Mais on va le faire bien. Il reste un fonds budgétaire qui devait servir à acheter des jantes, mais j'aurais eu des jantes et j'aurais pas pu mettre de l'essence. Donc j'aurais pas eu l'air d'un con. Donc je décide de mettre cet argent-là dans le passage à l'éthanol. Je commence par acheter des plus gros injecteurs et une plus grosse pompe à essence. Et moi, si tu ne me parles pas de châssis, je ne sais absolument rien faire, donc on va dire que c'est Monsieur X qui a fait tout ça. Monsieur X qui a toujours fait du bon travail et qui m'a énormément aidé sur 80% de la caisse. Allez, c'est parti, accroche-toi bien. On met la pompe au débit parce que carto, pas carto, calculateur, pas calculateur, tu changes la pompe, ça ne change rien. Les injecteurs, par contre, ça change le temps d'injection, blablabla. Il faut faire une carto si tu mets les injecteurs, donc pas d'injecteur, juste la pompe. Il faut savoir que cette pompe à essence, elle a été installée en même temps que quand on avait fait tout le châssis. Donc c'est-à-dire que la voiture n'a pas bougé, n'a pas démarré. Donc voilà, ça a été mis en même temps que tout. MM Autoperf, qui est l'un de mes sponsors, je les appelle, je leur dis voilà, je passe à éthanol, ils me disent ah bah ça tombe bien, on sait flasher les EPROM, la puce d'origine. Donc Mehdi vient flasher mon EPROM 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 8 fois. La voiture refuse systématiquement de démarrer. Et on comprend pas. Les bougies elles sont neuves, la pompe à essence elle est neuve, le circuit d'essence d'origine mais ça va. On sait pas, on cherche. Et vu que essence, allumage, c'était neuf, on a tout démonté autour sur la voiture une première fois. C'était la pompe à essence qui était montée à l'envers. On a trouvé le problème, la pompe fonctionne toujours, c'est un miracle, pas besoin d'en racheter. MM Autoperf me dit, nique sa mère la carte du calculateur d'origine, on va faire une Speeduino. En attendant qu'on fasse la Speeduino, prends un calculateur d'origine et fais-la démarrer avec le calculateur d'origine. Si elle démarre pas d'origine, elle démarrera pas avec un calculateur reprogrammable. C'est 100% vrai. Elle démarre pas. La pompe à essence est neuve, et cette fois-ci dans le bon sens. Donc une deuxième fois avec Monsieur X, on démonte l'intégralité de tout ce qui a un rapport avec le démarrage d'une caisse. Et cette fois-ci, je laisse rien au hasard. Je change tout. Tout le circuit d'essence est neuf, le régulateur de pression d'essence est neuf, le filtre à essence est neuf, le capteur PMH dans le doute vu qu'elle démarrait pas, ça nous a pris plus d'1 mois cette histoire, juste cette partie-là. Capteur PMH neuf, le capteur Abracam neuf, tout est flambant feneux. C'était la pompe à essence. La durite entre la pompe à essence et le panier à essence avec raclé. La durite qui est Drift Shop donne dans ce pack. Elle est morte. Voilà. À partir de là, déjà, le temps est passé et l'impatience commence à monter. Tu vois, la pression monte. Genre, j'ai loupé des sessions. Je ne suis pas allé rouler pendant très longtemps à cause de problèmes de merde qu'on n'a pas trouvé, qui au final c'était la pompe à essence, donc je deviens parano. Je mets un manomètre d'AFR, hein, Air Fuel Ratio. Comme ça, s'il y a un problème d'essence, bah je le sais tout de suite. MM Autoperf termine ma Speeduino, la voiture ne démarre pas. En trifouillant à droite à gauche, je ne me rappelle plus comment, on l'a fait démarrer, on l'a fait rouler, mais la voiture broute. À ce moment-là, après 3 mois de panne, de tout démonter 54 fois, pour X, Y raison, je décide d'insulter publiquement MM Autoperf, parce que je pète mon crâne, parce que il me fallait une cible, il fallait que j'insulte quelqu'un, et qui était, voilà. C'était la pompe à essence. Pour la faire simple, vu que la pompe à essence au tout début avait été montée à l'envers, ça l'a dégradée, et plus elle a tourné, même à l'endroit, bah plus elle était en train de finir. Tu vois, il lui restait 3%, et à chaque démarrage, elle perdait 1%, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et c'était la pompe à essence, et du coup, c'est pas la faute à MM Autoperf que j'ai insulté en story publiquement. Moi je vous le dis, heureusement que c'était le ramadan, parce que Mehdi de chez MM Autoperf, je pense qu'il se serait battu avec moi. Donc le ramadan m'a sauvé. Donc je décide d'acheter une Kadata. Les toutes dernières, les Kadata UAB, elles valent 700 balles. Sur le bon coin, il y a un mec qui la vendait à 400 balles. Sauter sur l'occasion, c'est mes derniers sous. Si ça ne passe pas, c'est genre si je ne peux pas faire cette vidéo, si la voiture ne roule pas, c'est la clé sous la porte SLS ferme. Eh bien la voiture décide de tourner à 19 d'AFR. C'est pas la pompe à essence. C'était les bobines d'allumage. L'AFR, c'est le mélange air-essence. Mais l'essence, ça le calcule par rapport au gaz. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une explosion dans le cylindre pour que ça calcule ce mélange-là. Si l'essence arrivée dans le cylindre n'explose pas, ça ne le calcule pas. Ça calcule que l'air qui rentre, vu que l'essence n'a pas brûlé. Donc si j'ai 2 bobines mortes, il y a un mélange d'air qui se rajoute au mélange total sur ma sonde d'AFR. Et du coup, bah, tout tourne normal.
mais vu qu'il y en a 2 qui fonctionnent pas, et bah l'AFR affiche que ça tourne pauvre. La voiture a été 3 mois en panne à cause d'une pompe à essence et de 2 bobines. Tous les problèmes de cette voiture n'ont pas été causés par le fait que ce soit une BM, mais uniquement par nous. Voilà, cette voiture n'a jamais eu aucun problème d'elle-même, c'est vraiment nous qui avons causé toutes les pannes de cette caisse. Donc maintenant, on peut enfin avancer et j'ai enfin un calculateur, une pompe qui marche et des injecteurs gros débit. Carto éthanol, voiture tourne nickel à l'éthanol, donc la caisse est finie. Les fixations de train arrière sont renforcées, fixation de train arrière renforcée, train arrière entièrement en polyuréthane, le pont c'est un gros carter qui est incassable. J'avais un cardan qui avait pété, mais là le cardan est neuf, la transmission est nickel, il y a un palier qui est neuf, les freins à l'avant c'est les meilleures plaquettes qui existent, à l'arrière le freinage il est neuf, les pneus c'est 4R 888R, la Géo elle est au poil, le train avant il est entièrement rotulé, et la carte éthanol est faite, je peux enfin rouler pour pas cher. C'est l'heure de vérité. Ça fait 9 mois que j'ai pas pris le volant de cette voiture sur piste, et la dernière fois que j'ai pris le volant de cette voiture sur piste, tout était d'origine, là plus rien ne l'est. Bien évidemment en 9 mois ton pilotage en prend un coup, mais en plus je ne connais pas la caisse. Au-delà de ça, tout l'enjeu d'SLS se joue parce que j'ai d'énormes projets pour la suite, mais je refuse de faire quelconque projet vidéo quoi que ce soit tant que j'ai pas fini la V1 de cette voiture et tant que j'ai pas sorti la vidéo que tu es en train de regarder. Cette voiture a été notre professeur, on s'est fait une très très bonne base en préparation, mais tout ce que j'ai monté, je l'ai pas encore testé. Donc j'arrive, je fais mon petit setup tranquillement, je suis terrorisé. Je ne connais pas la caisse et vu que j'ai eu que des problèmes les 4 derniers mois, le matin je suis convaincu que quelque chose ne va pas bien se passer. Je tourne toute la matinée, donc un bon 3 heures pour refaire connaissance avec la voiture. Je discute avec elle, je vois ce qu'elle me dit, je vois ce que je ressens, j'essaie de sentir la différence avec les nouvelles pièces, les nouveaux réglages, la nouvelle géométrie, le train avant rotulé. Faut prendre connaissance, faire connexion avant de chercher les limites. D'ailleurs, je ne peux pas te parler de cette journée sans te parler d'une rencontre que j'ai faite. J'ai accepté de prêter ma voiture à Professeur Full Stock. Voilà. Ah oui, rétro... Ah, rétro, grand angle, sa maman. Ah oui, moi le passager il subit ceinture. Ça participe à l'expérience. Là-haut, non, je freine alors que je pense que ça peut passer plus vite. Et là en bas, j'ai pas encore les couilles de freiner tard. Mais bon, je roule pas souvent ici. Bah, Folambray, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un peu le Monza du pauvre. Ouais. C'est-à-dire que tu t'entraînes vraiment à rentrer fort partout. Genre là, tu ressors de ce circuit, il n'y a pas trop d'entrée qui te fait peur. Ouais. Sinon, Folambray, écoute bien, je pensais moins m'amuser que ça. C'est drôle. En fait, en vidéo, t'as pas l'impression, mais en fait, ça monte, ça descend. Ah, il y a un petit peu de dénivelé. Il y a un petit peu de dénivelé. Et t'as de quoi bien envoyer la caisse sur les pif-paf. Mais en vrai, en vidéo, t'as pas l'impression. Je me suis dit, bon, bah écoute, ça va être une journée où c'est que je vais voir les gars, on va discuter. Mais en fait, non, c'est cool. C'est rigolo, Folambray. C'est cool. On s'en rend pas compte en vidéo. Ouais. L'avantage, pas cher. Ah ouais, tu vois bien, la journée elle coûte 70 balles parce qu'on habite plateau là. Puis moi j'ai l'assurance RC à l'année, c'est-à-dire que je paye 60 balles. Bah moi aussi j'ai l'assurance dans le contrat auto. D'accord. Allianz. Donc ouais, tu payes 60 balles quoi, la journée. 70 parce que du coup j'ai foutu le plateau. Ouais, ok. Ouais. Oh putain. Elle y va bien. Ce mec, c'est pas juste un gars qui parle sur les réseaux. Sa 206, c'est 10 ans de tests et de développement, de recherche. Et la caisse est aussi monstrueuse que son coup de volant. Revenons-en à nos moutons. J'ai repris confiance avec la voiture ne chauffe pas, la voiture se comporte bien, la voiture a du répondant, la voiture fait ce que je lui dis de faire. Donc, il est temps d'aller chercher les limites de la caisse. Oh mais comment il freine!
Allez! 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 Je passe enfin la ligne des stands piétons, tour après tour, je retarde mes points de freinage, je me refais tous mes petits repères sur la piste. Je freine plus tard, je tourne plus fort, je freine plus tard, je cherche les limites. Et en fait, j'en ai trouvé aucune. La caisse, c'est tellement un film de boule que je suis trop nul pour aller au bout du truc. Je n'ai trouvé aucune limite de la voiture. Les freins freinent tellement fort que je n'ai pas freiné une seule fois au-delà de 50% de la pédale. Ça pile sec, net, d'un coup. Ça ne chauffe pas, tu ne perds pas les freins. J'ai fait 110 tours. Total sur la journée, j'ai pas perdu les freins une seule fois. Alors qu'avant, en 5 tours consécutifs, il n'y avait plus de freins. Là, impossible d'arriver au bout de ces plaquettes-là. C'est plutôt pas mal sur le train avant. Ça a du répondant parce que c'est un train avant entièrement rotulé, mais le fait que j'ai 1,30 de carrossage, bah, je l'ai senti. Tu perds un petit peu de nervosité et surtout que j'étais pas du tout sur la bonne plage d'usure du pneu, donc le pneu chauffait et s'usait pas mal sur le flanc. Donc tu perds un peu d'informations au volant, mais sinon c'était génial. J'ai eu beau essayer de tourner plus fort, tourner plus vite, freiner plus tard, freiner plus fort. De mon niveau de pilotage, j'ai atteint aucune limite de la voiture. Nada. Je dois être proche de la dizaine de sessions piste et jamais je suis allé sur piste en me disant la caisse est parfaite, tu vois. À chaque fois, je trouve une limite de la caisse qui me frustre. Tiens, ça freine pas assez, ou tiens, le freinage freine trop fort. Les pneus, c'est pas bon. Je n'ai trouvé aucune limite de la caisse. C'est simple, ça faisait 9 mois que j'avais pas pris le volant. Et j'ai redécouvert la caisse sans forcer, du coup, sans atteindre les limites de la caisse. Je tournais sur ma dernière session en 1 minute 7, 9. Je tourne désormais sans forcer en 1 minute 6, 3. En n'ayant découvert aucune limite de la voiture et en étant bridé que par mon talent misérable au volant, 4 dixièmes de faire le chrono de Jet. Qui fonctionnait un petit peu. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'était que de la théorie, il n'y avait pas encore eu la pratique. Maintenant qu'il y a eu la pratique, j'ai raison sur tout. Je n'ai rien laissé au hasard et tout a payé. Donc vu que c'était que la première session de ce setup-là, c'était le point de départ de cette version-là de la voiture. Roger V1 est terminé. Tout ce qui changera sur cette version-là, ce sera que des détails ou des réglages. Sur cette session piste, j'ai découvert la voiture. Sur la prochaine session piste, je découvrirai les limites. Je sais ce qu'elle vaut et maintenant la seule marge de progression, ça peut que venir de moi. Tout ça là, c'est ma définition en tout cas du développement. Tout a été fait selon un vrai besoin, selon une vraie recherche. Pas parce que j'ai trouvé des specs magiques dites par un influenceur ou que j'ai trouvé quelque chose sur internet. J'ai tout testé, vérifié et mesuré moi-même. Mais rien de tout ça aurait été possible sans Orishine. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi j'avais signé ce sponsor-là en premier et pas un autre. Pourquoi un mec qui n'a jamais lavé sa caisse a signé un sponsor de produits de nettoyage automobile. Je pourrais te dire que les produits sont bien, qu'ils sont fabriqués en France, que pour son truc d'Ultra Serra, il a sa recette brevetée et que personne n'a réussi à la copier jusqu'ici. Mais vu que j'ai signé avec lui, tu me croiras jamais. Je pourrais te dire que c'est bien, tu t'en bats les couilles. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que c'est Orishine qui a acheté Roger. Si ce projet a vu le jour, c'est parce que je lui en ai fait part. C'est le premier
sponsor qui croit en SLS, qui est lui-même un SLS et qui a désiré investir dans le développement de cette communauté. Donc maintenant je lave ma caisse, elle brille, elle est pas sale et je ne me fournis que chez OEShine parce que SLS approved. On n'est pas sur un sponsor de VPN là, on est sur quelque chose qui tient à cœur quand même. Ça fait plaisir qu'il y ait quelqu'un, qui ait eu une première personne qui ait cru en vous, qui ait cru en moi et qui ait investi pour de vrai. Et surtout, merci à vous d'avoir continué à me suivre et d'avoir été toujours aussi fidèle malgré 9 mois d'absence sur les réseaux. Je refusais catégoriquement de sortir du contenu tant que ça, c'était pas fini. Si c'est pas ça qui est fini, je fais pas autre chose. Je suis de retour pour de bon et pas les mains vides. La boutique va réouvrir et ça pour plein de raisons que je vous expliquerai quand j'annoncerai tout ce qui va suivre. Ça va pas être une ouverture banale comme tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui parce que ça va nourrir une cause encore plus grande de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, on se pète pour la suite.